faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra, aujourd'hui en compagnie de Jacques Monclar. Bonjour, bonsoir Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. En ce 27 février qui est donc le jour officiel de Stephen Curry, maintenant on peut le dire. Enfin, en tout cas, d'ailleurs on est le 28, c'était hier soir. La troisième fois que le chef marque plus de 45 points dans un match. Le 27 février, c'était juste la petite stat. C'est un bon jour pour lui, oui. Il faut qu'il joue au loto. 56 points hier. Oui, 56 points. Et dans une victoire, et en revenant de moins 15, moins 17, moins 16, et une victoire probante pour les Warriors qui sont à l'ouest, qui étaient allés à l'est, là, à Miami, c'est pas tout près. Qui n'en finissent plus de gagner. Pas à Miami, à Orlando, pardon. Oui, c'était à Orlando, ouais. Qui n'en finissent plus de gagner depuis l'arrivée de Jimmy Butler. On en a déjà bien parlé. 7 sur 8. Ils sont à 7 sur 8, je crois. Ouais, c'est ça. C'est aussi arrivé la nuit dernière. C'est Zion Williamson qui a réalisé son premier triple-double face aux Suns en NBA. Ça paraît un peu étonnant, sachant que ça fait quand même 6 ans qu'il est en NBA. C'est aussi logique quand on sait que Zion a manqué 244 matchs sur les 448 possibles qu'il aurait pu disputer. Alors depuis son retour, on rappelle, il a eu une gêne aux ischio-jambiers pendant 2 mois. Il est revenu là début janvier. Et à l'intérieur des Pelicans, s'affiche des stats quand même presque de candidat MVP, 33 points de moyenne et près de 10 rebonds en moins de 30 minutes, puisqu'il est restreint au niveau des minutes. Mais voilà, comme souvent, lorsqu'il s'est remis de ses blessures, une question revient autour donc du numéro 1 de la draft 2019. Est-ce enfin le vrai départ de Zion Williamson pour exploser en NBA ? C'est ce qu'il montre en tout cas là, quand il a un niveau comme ce qu'il a proposé hier dans une victoire à Phoenix, certes une équipe bien malade, mais bon, quand même à Phoenix. Il est au poids le plus léger qu'on lui connaisse depuis la draft. C'est-à-dire il est à 119 kilos, il est passé sous la barre des 120, ce qui est plutôt un gage de moins de blessures et de moins à supporter par rapport à ses qualités de jump, d'étirement, d'explosion. Il n'aurait jamais été aussi léger. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai lu depuis une bonne semaine, 10 jours. Il est à son poids le plus léger depuis la draft. Et la NBA l'a annoncé à 128 kilos au début de la saison, donc il en aurait perdu une dizaine, quoi. Ouais. Ce qui est énorme. C'est le cas de le dire. Surtout quand on ne joue pas. Ouais. Donc il a fait une rééducation, rehab, comme ils disent, sérieuse. Moi, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est un manque de sérieux, un manque d'implication mentale, des manques qui sont pas des manques basket. Même s'il n'est pas parfait en basket, mais en tout cas pas basket et pas sur son potentiel. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il fasse un triple-double, parce que c'est quand même pas un passeur naturel. Donc autour de lui, ça a mis dedans. Mais il est très très bon en ce moment, très très impressionnant. Dès qu'il engage son épaule droite devant vous, vous avez le bonjour. Sa main gauche est trop puissante. Sa main gauche a trop de variations de trajectoire, de timing. En plus, il joue vraiment à la corne et dans l'espace à 2 points. Au début, souvenons-nous, il tirait à 3 points, il essayait là. Il est focus sur l'efficacité et ça marche. Ouais. Est-ce que on a vu aussi du coup que pendant la trade deadline, ça a pas mal changé avec le départ de Brandon Ingram. Là, en plus, il y a la blessure de Dejounte Murray au talon d'Achille. Est-ce que c'est le moment aussi, sachant que là, on lui donne vraiment la franchise sur ses épaules ? Ouais, je sais pas, parce que tout le monde était très partagé, Baptiste, même là-bas, ils en avaient ras-le-bol. Bon, il y a des très bons joueurs. Trey Murphy est un très bon joueur. Yves Missy est quand même un garçon qui est en train d'assurer un double-double en permanence. José José Alvarado,
amène de la qualité, d'impact, ceci, cela. Herb Jones est un excellent joueur et Jordan Hawkins remet à mettre des paniers. Enfin bon, ils ont une dynamique qui s'installe. Voilà, mais quand t'as ton leader qui est là, tout le monde devient meilleur aussi. Oui, mais là, il y avait 2 leaders. Oui, est-ce que Ingram a jamais été... Ouais, il a jamais réussi Ingram en est un formidable scoreur, mais pas un leader. C'est un scoreur, hyper doué, hyper élégant, hyper tout ce que tu veux, mais c'est pas trop un leader. Des gens t'aimeraient, mais qui n'étaient pas encore installés dans l'équipe réellement, a plus ce profil de leader, plus ce profil d'emmener les autres avec lui. Brandon Ingram, non, CJ McCollum fait office de leader un petit peu dans la gestion, dans la capacité à mettre des points, à attirer la défense. Et quand tu as d'un côté CJ McCollum et de l'autre côté Zion Williamson, ça laisse un peu de place pour les autres, crois-moi. Et Trey Murphy, Herb Jones sont d'excellents joueurs. Est-ce qu'il faudra encore des ajustements? On imagine cet été, les Pelicans ne sont pas finis là. Mais qui a envie d'aller à Nouvelle-Orléans à l'heure actuelle? C'est ça. 14e. Willie Green a fait du bon boulot, souvenons-nous, ils étaient en tête de la division il y a 1 an et demi, la conférence, Ouest, mais puis tout s'est arrêté, quoi. Voilà, est-ce que Zion va donner des gages de sérieux? C'est bien gentil de faire un match, faire un triple-double, c'est magnifique, mais bon, j'ai envie de dire, il faut qu'il fasse 15 matchs et 5 triple-doubles pour qu'on le presse au sérieux, 15 matchs de ce calibre, et qu'à tous un triple-double, même si on s'en fiche toujours un peu des triple-doubles ou quoi, enfin, qu'ils soient actifs, parce que pour l'instant, on n'a pas de gage. Tu te rends compte que sur le potentiel de match qu'il aurait pu jouer depuis 6 ans, il n'en a pas fait la moitié. Ah, c'est fou. C'est fou. Il y a 240 et quelques joués de manqués et 200 et quelques de joués. Il a quand même 2 saisons à 60 matchs où là, il est All-Star. Mais il est All-Star, voilà. Mais même il n'a jamais convaincu dans la capacité à être sur la durée un leader. Son contrat, donc 197 millions sur 5 ans, vous allez peut-être me voir venir, mais est-ce que quand on est GM des Pelicans, on aura envie de... Bon, il reste du temps, ça va jusqu'en 2028, je crois. Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu tôt. Mais ça fait penser, évidemment, au cas Doncic. Oui. Alors, ce serait moins une surprise que Luka Doncic. C'est sûr. Là, pour le coup, il y a du grain à moudre. Non, je ne sais pas du tout comment ils vont continuer ça, mais bon. Ouais. De toute façon, si tu veux le remplacer, ça va te coûter aussi cher. Alors, savoir s'il est sérieux, au moins il te connaît. Il dit maintenant se sentir bien à New Orleans, alors qu'il y a quelque temps, on le sentait dans les starting blocks, mais c'est un garçon qui, pour l'instant, n'a pas donné les gages de concentration, de capacité mentale, de focus. Faut aussi rappeler qu'il a été suspendu un match pour des problèmes aussi de retard. Il avait raté l'avion. Ouais, mais ça fait partie de tout. Ouais, c'est pour ajouter ce que vous dites. C'est un tout. Les retards, zapper peut-être le stretch, glacer les trucs, prendre le temps, arriver en avance. Bref. D'ailleurs, dans son contrat, il a une clause qui lui dit il doit respecter justement un certain point de forme avec sa masse graisseuse. Une jurisprudence Boris Diaw. À l'époque, c'était le cas, lui, aux Spurs. Bon, on espère que ça pourra aussi l'amener à un titre, quand même. Parce que... oui, peut-être pas tout de suite, vu la clientèle qu'il y a à l'Ouest, cette équipe-là est quand même si... Ouais, ça fait mal au cœur de les voir aussi bas, quand même. Oui, mais enfin, bon, je suis désolé de dire ça. 16 victoires. On a de l'affection pour toutes les franchises, mais celle-là a du mal à s'installer dans cette terre de football qu'est New Orleans. Où les Saints sont rois et les Pelicans, ma foi, sont un étrange volatile qu'on aime bien, mais qui n'est pas installé encore. Bon. Après, on verra la draft. Oui. Parce que cette année, il va sortir quand même 2-3 bons joueurs, 3-4, un peu plus même. On verra. C'est vrai que depuis Zion, ils n'ont pas tiré de gros lots non plus, quoi. Non. Ça fait déjà 6 ans. Bon. On suivra ça. Je voulais qu'on aborde un sujet un peu plus intemporel, mais qui est bien ancré en ce moment.
vous le savez, Jacques, il est souvent question dans ce podcast et d'ailleurs du tir à 3 points. Et ces prétendus excès, comme on le dit souvent, avec les Warriors quand même et leur réussite en toile de fond. Mais il y aurait une nouvelle tendance, que moi je trouve intéressante de parler, c'est celle de jouer avec deux intérieurs vraiment bien ancrés. Je pense aux Cavs et aux Thunder qui jouent avec Jarrett Allen et Evan Mobley pour les uns et Hartenstein et Chet Holmgren pour les autres. Pourquoi c'est revenu ? Est-ce que c'est vraiment revenu ? Ou est-ce que on a toujours joué avec deux intérieurs ? Est-ce que ces deux équipes qui sont quand même en tête des deux conférences sont en train de révolutionner un peu le jeu ? Pas révolutionner, mais changer. Non, en aucun cas révolutionner, mais c'est pas du tout la même problématique. Hartenstein et Holmgren jouent ponctuellement ensemble. Très ponctuellement. Ils vont être poussés de plus en plus à jouer ensemble. Non. On entendait Chet Holmgren dire qu'il ne se sentait pas très bien de jouer 4. Ah mais c'est très bien, mais t'as entendu Marc Daigneault le dire, toi ? Pas c'est pas Chet Holmgren qui coach, je te garantis qu'ils joueront de manière anecdotique. Ils joueront... Les deux grands, allez, 15 minutes. Et Evan Mobley, du coup, n'est pas un vrai intérieur. Si, de l'autre côté, il joue de grand. Ouais. Parce que Evan Mobley est un poste 4 qui peut s'écarter, qui peut jouer 5, qui peut jouer 4,5, qui peut tout. Jarrett Allen a des cannes. Alors, ça reste un big man, mais pour changer sur les pick and roll, je trouve. Alors, chez chez Cleveland, ça se rapproche un peu, dans l'idée, de ce qu'avaient fait les Wolves, qui a fait un peu flop d'ailleurs, avec Rudy et avec Karl Anthony Towns. Ça avait fait une finale de conférence. Avec Towns blessé, qui était revenu, avec Naz Reid, c'est le même esprit. En aucun cas une révolution, c'est un basket naturel, simplement, si tu joues avec Quinton Post et Kevin Looney, tu vas faire moins peur que si tu joues avec Mobley et Allen. Oui, mais c'était un choix des Warriors, de ne pas avoir dans leur effectif des intérieurs importants. C'est un choix surtout d'avoir des joueurs qui peuvent le faire. Les Warriors ont mis le basket à 3 points avec Stephen Curry, on a encore vu la démonstration hier soir, mais ils le font avec des joueurs qui marquent. C'est-à-dire que moi c'est bien gentil de shooter à 3 points, mais si tu fous pas dedans, si tu fais 22, 9%, 30%, tu vas prendre des tôles. Ou alors faut prendre des rebonds. Oui, et si t'as tes big men... Ouais, mais si t'as des big men qui sont pas capables de défendre sur l'extérieur, tu te fais exploser le museau. C'est toujours la même histoire, c'est une histoire d'équilibre. Si Kevin Durant, alors il sera peut-être pas en play-off, ou un autre poste 4 fuyant qui va s'écarter quand tu joues contre Boston, tu vas faire défendre Chet Holmgren sur Tatum ? Non. Donc ça marche pas. Mobley sur Tatum, ça passe. On verra. On verra, mais c'est pas dit que ça passe. C'est là où tu vois que, par exemple, Andrew Bogut, qui a été très important, de qui je parle, Andrew Bogut, numéro 1 de draft, oui, mais c'est vrai australien. Les Warriors se sont construits avec Bogut au début. Ils se sont construits avec Bogut, mais en finale, ils jouaient moins. Parce qu'ils en avaient moins besoin, vu que Tristan Thompson était pas dangereux, il lui donnait les 8-10 points, et que, par contre, fallait défendre très fort sur poste 4, 3, 2, que pouvait jouer LeBron. Donc finalement, la tendance que moi j'essayais de vous ressortir, en fait, elle n'existe pas, selon vous. Elle a toujours existé. Ça dépend des joueurs que tu as. Ça dépend des joueurs, mais... Ça dépend des joueurs que tu as. Par exemple, les Knicks. Oui. Avec le retour de Mitchell Robinson, est-ce qu'on peut imaginer qu'il joue comme ça avec 4 en plus ? Oui, un peu, mais pas longtemps. Déjà parce que Robinson fait toujours des fautes. Et ensuite, peut-être commencer comme ça. C'est une option de vouloir installer du combat, de vouloir tenir des joueurs dans la raquette, de vouloir mettre ton poids sur eux pour les fatiguer physiquement. Parce que quand Tatum défend sur Karl Anthony Towns, ça le fatigue. Au contact, tu te prends 125 kills dans la tronche.
tronche alors que t'en fais 105. Au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il y a des catégories en judo, en boxe et tout ça. Là, t'as un affrontement, c'est un deuxième ligne de rugby qui percute un 3/4 ou un demi. Voilà, ce sera un peu à ces équipes-là de savoir comment s'adapter face à l'adversaire. Est-ce qu'on joue plus sur l'attaque que la défense, finalement? Et ce sera surtout de constater si ton attaque, ton point fort prend le dessus sur ton point faible. Ouais. C'est surtout ça. Sur des séries de playoffs, ça va être intéressant. Oui, parce que ça peut varier d'un match à l'autre. Ouais. L'adresse étant un paramètre variable, ça peut varier. Tu peux proposer. Pendant longtemps, les équipes qui jouaient LeBron, que ce soit les Spurs de Popovich, Parker, Duncan, Ginobili, les 2013-2014, ils lui laissaient le shoot externe, il disait vas-y mon grand. 2007, encore pire, ils étaient 2 mètres à l'intérieur. Vas-y mon grand, shoot. Le problème, c'est que c'est quand même plus adroit maintenant. Ah, tout le monde est plus adroit. Voilà, tout augmente. Ouais. Les pourcentages, la taille, la vitesse, la puissance. Mais oui, ça existera. Oui, ponctuellement, les 2 tours, ça peut exister. Ça peut être un coup de coaching. Mais ça restera un coup de coaching. Pour OKC, c'est beaucoup plus une méthode pour Cleveland. C'est ça. Donc on verra... On verra en play-off. Quand, par exemple, est-ce que Mobley est capable, Bunyabune, de défendre sur Giannis? Je pense qu'il en est capable. Il ne s'agit pas de penser, il faut savoir. c'est toujours la même histoire. C'est un cas social, l'autre, en termes d'activité. Hein. Ouais. J'avais d'autres exemples, les Bucks. Qui jouent beaucoup. Giannis, Brook Lopez, c'est quand même assez. Bon, après Giannis, c'est un cas à part. C'est le joueur le plus efficace à l'intérieur. Ouais. Mais est-ce que c'est un intérieur pur et dur? Non. Non, je suis d'accord. C'est un 4-3. 4-3. Hier, il fait un très bon match, il met des jumpers, il est capable de s'opposer au joker, mais lui aussi, il rend des kilos. Il donne de l'intensité. Quand tu rends des kilos, tu rends de la taille, il faut le compenser en impact. Toujours la même histoire. Mais le basket a des multiples facettes. On ne joue pas d'une manière. Si les mecs n'ont pas de shooter à 3 points et qu'ils veulent jouer comme les Warriors, en fin de saison, ils auront gagné 14 matchs. Oui, c'est ça. Mais c'était intéressant de voir, d'en parler, je pense, parce que il y a vraiment deux choix maintenant qui se font et même d'ailleurs sur les derniers vainqueurs. Il y en a plus. Il y a le choix du small ball complet que font les Warriors en ce moment. Débuter avec Draymond Green en 5, Jimmy Butler en 4, Moody, Podziemski et Curry. Sur qui tu le fais défendre, Chet Holmgren? Explique-moi. Sur qui tu fais défendre? Hartenstein, lui, peut défendre sur Green, à peu près. Ouais. Mais bon, là, ça marche pas. Ouais. Bon. Par contre, Jalen Williams, ça marche. Oui. Kendrick Williams, ça marche. Et c'est là où c'est là où l'effectif du Thunder, du coup, est très, très bien... Ah, il y a beaucoup de joueurs. Après, on y reviendra en temps et heure. Le Thunder, je leur donne une chance sur 2 d'aller en finale, au final NBA à ce jour. Hein. L'incertitude, c'est que pour l'instant, ils n'ont jamais conclu. Ni l'année dernière pour aller en finale de conférence, ni en décembre pour gagner la NBA Cup, et individuellement chez Gilgeous-Alexander n'a jamais conclu ni à la Coupe du Monde 2023, ni aux Jeux Olympiques 2024. Donc tout ça, c'est sous le tapis pour l'instant, mais tu vas voir que tout le monde va s'en rendre compte avant les playoffs. Ah, le Thunder, vous vous souviendrez, le Thunder, ils ont jamais gagné, ils ont toujours perdu. Bah oui, donc c'est ça l'incertitude dont tout le monde va parler. Toi, on en aura parlé avant comme ça. On le dit depuis le début de la saison. Mais je suis pas sûr, j'en entends pas beaucoup parler. Mais ça va ressortir. Et puis l'autre incertitude, c'est savoir qui sera en capacité de les battre sur 4 matchs. Oui, mais on peut pas porter de jugement là-dessus. C'est là où c'est encore un peu tôt. Parce qu'il y a une dynamique qui va s'installer quelque part. Que ça soit aux Lakers, que ce soit aux Warriors, que ce soit à Dallas, que ce soit à Denver, qui par moment montre Houston ou Memphis, dont on sait plus trop. Enfin bref, c'est quand même une bouteille à l'encre impressionnante à l'Ouest, à partir de la 2e place. Justement, vous vouliez en parler, ça va être un peu le fil rouge aussi, c'est forcément les Lakers, avec l'arrivée de Luka Doncic. Là, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est 4 victoires sur les 6 premiers matchs du Slovène.
Avec une très belle victoire, mais c'était avant à Denver. Oui, Luka est maladroit pour l'instant, donc on verra quand il sera à droit, mais il fait des passes, il perd pas trop de balles, il joue, il gagne, il se met dans le moule. Je vois qu'il est plus dessiné aussi, parce que il s'agit pas de faire l'obsession du corps ou quoi, mais quand des athlètes sont chubby ou enfin un peu grassouillés ou en surcharge pondérale, ils peuvent pas faire leur métier correctement. Il s'agit pas d'être grossophobe ou quoi que ce soit. Chacun fait bien ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout d'ailleurs. Mais physiquement et puis mentalement, on sent qu'il a pris cher. Mentalement ou physiquement surtout? Mentalement. Il le dit, il dit je veux plus en entendre parler. Ce qui est une manière de dire c'est trop dur pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Non, il a pris cher. Changement de vie, il était installé, il faisait son cow-boy, il avait ses voitures multicolores à l'ancienne, il faisait ses trucs. Il était installé, il n'imaginait pas un instant changer de vie comme ça. J'ai l'impression que la réception du public de Los Angeles va peut-être plus rapidement faciliter son adaptation. J'ai l'impression que... je trouve pas, moi. Ah ouais? Je trouve même que c'est l'inverse. Malgré tout l'amour qu'on lui porte, tout le respect qu'on lui donne, il est pas bien bon en ce moment. Ah oui? Ce serait un trade normal, on dirait, il est pas à son rendement. Ouais, mais on sait qu'il lui faut du temps pour se remettre à 100%. Mais non, t'as pas de temps. Non? Non, il n'y a pas de temps, ça c'est sûr. Alors oui, il revient de blessure, oui, c'est un immense joueur, oui, le niveau qu'il doit matcher est difficile, mais je répète, il a pris cher dans la tête, il lui faudra un petit bout, et on sent bien qu'autour de lui, on se garde bien de faire, de parler de ses problèmes, mais de la même manière, je trouve que sur cette affaire-là, soi-disant, personne n'était au courant. Ça, c'est le discours d'Anthony Davis, là, qui a sorti ça hier, qui disait impossible. Lui aussi, il a pris cher. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Et implicitement, il parle de personnages importants du club, donc, ou de joueurs importants, on va savoir. Ah non, vous n'allez pas... J'en sais rien, moi, pourquoi il dit ça. Je ne sais pas. Pourquoi c'est pas moi. Dans ces cas-là, moi, je sais lire. Dans ces et cas-là, quand des mecs comme ça disent un truc comme ça, Baptiste, allons dans ces cas-là, il a qu'à dire les choses aussi. Ah ben ça se saurait. Parce qu'au final, il rentre dans la même case que tout le monde. Anthony Davis, ce qu'il y a de sûr, c'est que lui, il savait pas. Oui, je pense. De ce côté-là, il a les fesses propres. Lui, il savait pas. Quand il l'a appris, il a dû s'asseoir sur ses fesses parce que le pauvre, il a été surpris. Ouais. Non, quand tu lis un truc, c'est pas tabou de dire. Alors, Pelinka était au courant, Jenny Buss était au courant, c'est les mois. Ils étaient que deux. Secret bien gardé, très bien. Moi, c'est l'agent. Je pense que Rich Paul le savait. Quand même, Rich Paul. Il a dit qu'il... Oui. Rich Paul, bien sûr. Il fait partie... Rich Paul, il gère Anthony Davis, il gère Luka. Ouais. Il gère les deux. Non, mais bien sûr qu'il était au courant. Ça me fait penser, je voulais en parler l'autre jour. Je ne sais même pas s'il gère les deux. Le choix de Shai Gilgeous-Alexander de quitter son agent et de se représenter lui-même. Est-ce que ça aussi, c'est une tendance que les joueurs vont peut-être... de plus en plus accepté parce que le cas Luka Doncic va faire... le cas Luka Doncic, oui. Après, on sait que c'est pas le premier à l'avoir fait et que c'est souvent des histoires d'argent. Mais il y a souvent des parents qui s'occupent, ou des cousins, ou des oncles, ou qui tu veux, qui s'occupent très bien des carrières. Hein. Regarde Madame Rabiot. On peut dire ce qu'on veut de Madame Rabiot à la Juve, à l'OM maintenant, partie libre à chaque fois, du PSG, c'était douloureux, et de la Juve, ça va, il y a pire. Hein. La famille Griezmann autour de lui a été... il a fait une carrière plutôt honnête, non le Grisou national. Dans le foot, c'est beaucoup plus... ça existe beaucoup plus qu'en basket. LeBron, c'est quasiment son frère qui le représente, puisque Rich Paul a toujours été présenté comme ça. Ouais. C'est pas de la famille, mais pas loin. Hein. C'est Embiid aussi qui a décidé ça. Alors là, c'est encore autre chose. Lui, c'est mégalomanie en permanence. Donc, mais oui, pourquoi pas. Maintenant, il y a des codes. Jurisprudence. Il y a une licence à avoir aussi, mine de rien. Elle existe, la licence NBA, elle n'est pas facile à avoir. Ouais. Maintenant, oui,
oui, si on n'a pas confiance, il vaut mieux pas avoir un agent. Voilà. Si on a confiance dans son agent, ok, très bien, en sachant que l'agent, c'est pas le patron c'est la franchise, l'agent, que les joueurs ont souvent tendance à croire ça. Ah, mon agent a dit, oui, mais ton agent, il y a la franchise, il y a le propriétaire et il y a le coach. Le GM avec le coach considéré. Voilà, et les joueurs doivent pas oublier ça, c'est pas l'agent le chef. On a le message est passé. Pour finir, en tout cas, c'est pas le payeur. Oui, tu le payes ton agent. Donc, et ça, j'ai l'impression que c'est quand même plus le cas en foot. Non, c'est réglementé. En foot, c'est ceux qui trichent, c'est-à-dire les agents non certifiés qui sont des scouts et tout. Ça. Ici aussi, en basket, on a des scouts, on a des mecs qui arrivent avec un joli blouson des Sixers ou des Raptors ou de qui tu veux et qui se font installer des places, ils t'expliquent tout. Mais les mecs, ils sont que dalle, ils ramènent un scouting report. Voilà. On finit quand même sur un bon point. Les Pistons, vous voulez en parler? Puisqu'on parle des Pistons, on va commencer par un mauvais souvenir. C'est Killian Hayes qui avait sombré aux Pistons. Il a été coupé, on se rappelle, au 3e année, ou dans la 3 ou 4e année. C'était l'année dernière. Et il a traversé un sérieux désert. Il a persévéré en G-League, la porte ouverte par les Nets avec Jordi Hernandez. Ça marche. Là, il a fait un match à 19-20 points en mettant 5 ou 6 paniers à 3 points. Voilà, ça fait plaisir pour lui qu'il aille au bout de sa démarche et après il sera toujours temps de savoir si on lui offre un contrat garanti ou pas et il prendra une décision, mais en tout cas un joueur qui revient à un très bon niveau, ça fait plaisir. Maintenant ça c'est comme Zion, on va pas s'affoler non plus, on le félicite, bravo à lui, mais il faut en faire 5-6 comme ça et tout ira bien. Et quant aux Pistons, c'est la bonne surprise de l'année, peut-être la plus grosse. Avec, on a eu faudra voir justement Houston et Memphis. Houston deuxième, Memphis on pouvait les attendre. Ouais, un peu moins. Mais Houston deuxième, c'était gros. Bon, enfin, ils sont redescendus. Ouais. Mais alors, les Pistons sont en play-off direct. Ils sont plus qu'à 2 victoires d'Indiana qui est 4e. C'est pas encore fini. Mais c'est surtout mettre une tôle aux Celtics, quoi. Je trouve ça... Pour une 8e victoire de suite, là on rentre quand même sur des gros standards avec vraiment Kate Cunningham qui crève l'écran là et qui continue ses cartons. Malik Beasley, ça c'est un bel ajout. Jalen Duren est très fort, Osar Thompson est en train de se réaliser. On rappelle qu'il leur manque Jaden Ivey. Ils sont impressionnants. Et puis alors, les anciens sont là. Tobias Harris n'a jamais été aussi régulier. Hardaway fait son petit taf et Malik Beasley est sur la planète Mars. Donc voilà. Et JB Bickerstaff, qui était un coach à jeter aux gémonies au printemps dernier, il va concourir avec son collègue de Cleveland pour le titre de coach de la saison. Parce que lui, Kenny Atkinson, donc Marc Daigneault, bien sûr, Kenny Atkinson, il est quand même bien parti. JB Bickerstaff, mais enfin, si tu finis 4-5e avec Détroit... faut être dans le top 4, je pense. C'est quand même énorme. Ah oui. Cleveland était attendu dans les... entre, peut-être pas premier, parce qu'on l'a donné à Boston, mais entre 2 et 6, il était attendu. Oui. Et il faut se rappeler quand même qu'il y avait eu que 14 victoires la saison dernière pour Détroit. Le changement est fou. La dernière fois qu'ils sont allés en play-off, c'était en 2019. Comme quoi le jeunisme, Isaiah Stewart est toujours là, mais c'est une génération qui a grandi. Alors Cunningham avait été blessé, Jalen Duren, tout ça, Jaden Ivey, Osar Thompson, leur mettent autour Malik Beasley, Hardaway, Junior bien sûr, et comment s'appelle-t-il, Tobias Harris, ça leur a fait un bien considérable. Et Jalen Duren est, moi je trouve très sous-estimé. Par l'impact qu'il a. Kate Cunningham est un All-Star et mérite de l'être. Et en plus, dans son attitude, c'est un chef, naturellement. Même si tu le vois assis sur un banc de touche, discuter avec les autres, c'est le mec qui a du recul. Mais là, son step-up est quand même incroyable parce que pendant plusieurs saisons, là, depuis qu'il avait été drafté, il avait pris du temps, il y avait eu une blessure, on en avait déjà parlé. Mais... Enfin, il a quand même été rookie de l'année. Il a été rookie de l'année. Il a été rookie de l'année. Après, il a eu des blessures. Après, il a été blessé, et puis il y a eu
la mauvaise dynamique avec Monty Williams, et je suis ravi pour lui, parce que l'année dernière, quand ils perdent leurs 28 matchs de suite, je voyais un joueur détruit. Ouais. Je voyais un joueur qui prenait sur la tête et détruit. Donc voilà. J'ai juste peur, moi, que ce soit encore un peu juste pour les playoffs. Ça me fait penser un peu à Indiana l'année dernière qui était en finale. Oui, mais il y avait un mec comme Pascal Siakam qui avait un petit peu d'expérience des playoffs. Je suis pas sûr que Tobias Harris ça suffise. Ah bah en playoff, lui, il a une expérience. Pour l'instant, il a l'expérience, il disparaissait. Mais c'est peut-être l'année où il va changer. C'est peut-être très mental. Kate Cunningham fera face. Bien sûr. Après, il y a du physique. Osar Thompson, c'est un avion de chasse comme son frère. Il y a des mecs là qui sont vaillantasses. Ouais. Ça va au mastic, ça court partout. Ils y croient. Et en plus, Pistons, quoi. Detroit Basketball. Ça va faire plaisir. On voit Jalen Rose là sur le bord de la touche, il est complètement excité. Enfin bref, c'est drôle. Ça va faire plaisir de les revoir en play-off, en tout cas. Beau maillot. Bon, bah, on finit sur ces belles paroles et puis on... Steph Curry, joueur de la semaine à l'Ouest, si ça continue comme ça. On n'est que vendredi, mais puis comme il gagne tout et que lui faisait des bons pourcentages, et là, crac, 12 sur 19 à 3 points. 12 sur 19. Troisième fois de sa carrière qui... C'est assez peu, Curry. Il fait assez peu de cartons comme ça, lui. Hein. Il est à égalité avec Klay Thompson, qui, du coup, on a aussi 3 matchs à plus de 12-3 points. Ouais. Et l'autre stat qui est ressorti... C'est le record qui est à 14 ou... Il est à 14, Klay Thompson, et Curry en avait fait 13 une fois. Et puis l'autre stat, c'est le 9e match à plus de 40 points de Curry, alors qu'il a plus de 30 ans. C'est le record de... Enfin, ça, sont des... Alors ça va te faire un mot à regarder, c'est capillotracté. C'est comme l'autre jour... je le connais, c'est pas la première fois que vous l'utilisez. Non, c'est comme l'autre jour, il a le joueur qui aura en NBA dans l'histoire mis le plus de fois 30 points en jouant moins de 30 minutes. Voilà. Ce qui est plutôt... Non, mais là, c'était une question d'âge. C'est intéressant de voir quand même que... il vieillit bien. Hein. Il vieillit très bien et que le lancement de sa carrière avait un Ils vont réparer que dans le parc à Orlando, ils vont faire une nouvelle animation. Ils vont l'appeler Night Night. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Avec Steph Curry en tête de gondole. Night Night. Ça fera venir du monde si ça existe. Bon, merci Jacques et merci à vous tous de nous écouter. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut.